Bonjour à tous et bienvenue dans cette salle plénière de la Paris Retail Week. Vous le savez, la Paris Retail Week, c'est ce augmented salon qui réunit cette année Equipmag et également e-commerce Paris. N'hésitez pas à participer sur les réseaux sociaux, d'ailleurs en utilisant les hashtags Equipmag et ECP16 ou Paris Retail Week pour intervenir sur ces salons. Nous avons une très très belle journée aujourd'hui puisque nous allons avoir différents speakers qui vont évidemment nous parler de retail, qui vont nous parler de e-commerce. On attend aujourd'hui des représentants de Amazon, Alibaba, Priceline, c'est-à-dire le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 mondial du e-commerce. Ils seront dans cette salle, donc n'hésitez pas à revenir tout au long de cette journée. Mais on va démarrer tout de suite avec, on s'excuse quelques minutes de retard, notre première discussion sur l'Emotional Brand Experience. J'invite Yves Puget, qui est rédacteur en chef de LSA, à me rejoindre. 2 secondes, LSA, est-ce qu'on peut aussi parler de marque émotionnelle? Yves, allez-y, rejoignez-moi. Un titre qui fait référence depuis plus de 50 ans dans le secteur du retail. Oui, bonjour. Je crois que oui, on peut parler de marque émotionnelle. Ça a été créé en 1958, le même mois que la création du premier supermarché. Et on a toujours accompagné les distributeurs petits et grands dans toutes les évolutions. On était là pour le début du hard discount, pour le début du supermarché. Et on est bien évidemment là au moment de l'explosion du e-commerce. Du e-commerce, évidemment, de l'omnichannel. Et on va parler donc avec vous et vos invités dans un instant donc, de cette dimension émotionnelle et du rapport à la marque. Je vous invite donc à les inviter sur scène. À tout à l'heure. Merci. Donc je vais inviter à me rejoindre sur scène Héloïse Desmontiers, donc directrice marketing de Mythique, Cyril Olivier, directeur web et marketing de Kiabi, Quentin Régros-Bollet, donc directeur général de Birchbox, et Pierre Villeneuve, un ancien d'IKEA et qui vient de monter sa propre structure. Il nous en dira un mot. Merci à toutes et tous de me rejoindre sur scène. Je vous en prie, installez-vous. Alors, je vous propose de commencer par un petit tour de table ou de fauteuil. Et on va commencer avec Héloïse. Mythique, tout le monde connaît, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments, quelques chiffres, où vous en êtes aujourd'hui? Bonjour à tous. Donc oui, il m'enlève les mots de la bouche. J'allais dire Mythique, je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter Mythique. Mythique aujourd'hui, en France, c'est à peu près 1 million de visiteurs uniques par mois, 6,5 millions en Europe par mois. Et c'est une marque qui est une marque un peu plus senior dans le digital, puisqu'on a plus de 15 ans aujourd'hui, mais très très active, c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, et qui s'est énormément digitalisée aussi pour répondre aux nouvelles tendances du marché. Alors, Quentin, Birchbox, un petit peu moins connu de Mythique, mais ça le deviendra. En effet, Birchbox, Birchbox est un des leaders du e-commerce de cosmétiques, avec comme particularité d'être le pionnier dans le marché de la box. Birchbox est né d'un constat très simple, c'est que le marché des cosmétiques, c'est un marché qui est absolument énorme et pourtant très peu disrupté, bouleversé par le digital, tout simplement parce que acheter une crème à 30 €, acheter un mascara à 25 € sans l'avoir testé, c'est impossible. Et donc Birchbox est né de comment faire pour rendre ça possible et par le test produit grâce à la box. Donc aujourd'hui, Birchbox est présent dans 6 pays, c'est plus d'1 million d'abonnés qui payent tous les mois 13 €. Et la moitié des abonnés sont aussi clientes sur la partie e-shop, c'est-à-dire qu'elles vont, après avoir testé le produit dans la box, vont pouvoir acheter le produit en full size sur le e-shop. Alors, Cyril Olivier, Kiabi, là aussi, enseigne très connue. La mode à petit prix, ça n'a pas changé. Ce qu'en général, les gens savent moins, c'est qu'on est leader en valeur et pas qu'en volume en France. Donc on est numéro 1, devant les Galeries Lafayette, qui sont plus connus à Paris. Et sinon, nous sommes e-commerçants depuis 1999. Donc je crois qu'on est un des retailers les plus anciens sur la toile. Et nous sommes présents physiquement dans 13 pays, digitalement dans 25, voilà, pour dire l'essentiel. En France, c'est à peu près 5,5 millions de visiteurs uniques. Alors, Pierre Villeneuve, vous ne parlez pas au nom d'IKEA. Vous continuez, je crois, à travailler pour IKEA, mais vous avez quitté l'enseigne pour monter votre propre structure. Alors effectivement, j'ai une ancienne casquette qui était donc j'ai travaillé chez IKEA pendant 30 ans en France. J'ai commencé lorsqu'il y avait 3 magasins avec 450 collaborateurs. J'étais donc précédemment jusqu'à fin août directeur de la relation et de l'expérience client.
donc en charge des projets d'innovation. Et puis après 30 ans de salariat, j'ai eu envie de vivre ma propre aventure entrepreneuriale, avec l'idée qu'aujourd'hui, effectivement, le monde des magasins était un monde plutôt du concret et le monde du digital plutôt un monde de l'abstrait, et qu'il fallait aider donc les entreprises plutôt que les conseiller, en tout cas les aider, les accompagner dans cette mutation et à naviguer dans ce monde qui peut paraître quelquefois un peu compliqué ou complexe du digital. Voilà, donc j'ai créé ma start-up qui est plutôt start que up pour le moment et qui s'appelle donc HX Lab. Alors, je vais commencer par une question très vaste. On parlait il y a quelques années, le mot à la mode, c'était le marketing one-to-one. Quand on parle de relations personnalisées, aujourd'hui, est-ce que c'est devenu une réalité ou est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce qu'on est vraiment venu, avec le digital, dans l'ère de la relation personnalisée? Allez-y. Oui, alors ce que je disais ce matin, c'est si on regarde le commerce, c'est quand même une des plus anciennes inventions humaines avec l'agriculture. Même l'écriture a été inventée 5500 ans avant notre siècle. Donc je dirais le propre du commerce, c'est quand même la relation entre deux personnes pour échanger un produit ou un service. Donc il y a 40 ans ou 30 ans ou même 20 ans, ce qu'on appelait le commerce de proximité, c'était quand même bien une relation entre un commerçant qui connaissait extrêmement bien la personne qui venait tous les jours, une fois par semaine, dans son commerce. Donc aujourd'hui, ce qui est bien avec les outils digitaux, finalement, on revient à ce qui était le propre du commerce il n'y a pas si longtemps en fait. Même constat pour Mythique, par exemple? Alors, pardon. Chez Mythique, c'est sûr, je ne vais pas vous présenter la même femme que mon voisin. Donc pour nous, la personnalisation, c'est une évidence et on la travaille en fait à travers toute une série de choses. On va la travailler d'abord avec des algorithmes extrêmement fins et précis pour être sûr que je vous propose la personne qui vous plaira. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on veut garder la dimension humaine. Donc par exemple, on a lancé un tout nouveau service il y a 3 ans qui sont les événements qui permettent aux gens de se rencontrer dans la vraie vie. On va faire extrêmement attention quand on invite les personnes à ces événements d'être sûr qu'il y a un targeting extrêmement fin pour que, au sein de ces événements, se retrouvent des personnes avec les mêmes envies, les mêmes passions, peut-être le même âge. Donc, en fait, pour nous, le marketing personnalisé, c'est intrinsèque à nos valeurs. Quand vous faites du dating, vous ne pouvez faire que de la personnalisation. Et quand on lance son entreprise, une start-up, une PME, on l'appelle comme on veut, la personnalisation, tout de suite, on est dans le marketing one-to-one pour Birchbox, par exemple? Alors, en effet, je pense que Birchbox ne serait pas né si la personnalisation était utilisée par tous. Je pense que personnalisation rime beaucoup avec consumer centricity, qu'est-ce que veut mon consommateur et qu'est-ce que je peux lui apporter à lui et pas à son voisin. Et ça, c'est un point très important. Chez Birchbox, évidemment que c'est juste la valeur fondamentale. Et ça commence dès la box, c'est que chaque box va être différente en fonction de chaque abonné et évidemment chaque produit en fonction de la typologie de notre abonné. Sinon, ça n'a aucun sens. Et après, toute la discussion qu'il va y avoir au niveau des conseils, etc., ça va être personnalisé. Et ça, c'est évidemment possible grâce aux data, grâce aux algorithmes qu'on va mettre en place, grâce à la technologie qu'il y a derrière ça. Et c'est un point qui est juste fondamental. Et sans ça, je pense que c'est impossible de faire du business sur Internet, du e-commerce ou autre chose. Pour Kiebi. Que les clients réclament une relation personnalisée, c'est évident. Nous, on préfère parler de edge-to-edge, de human-to-human que de one-to-one, parce que quand on est un gros vendeur sur des grosses séries textiles, l'idée de one-to-one laisse croire aussi qu'on fera une offre spécifique pour chaque client, alors que l'attente principale, elle est quand même plutôt dans la relation, tout ce qu'on vient de dire. Et pour animer un peu le débat, il y a quand même un grand delta entre les discours et la réalité des enseignes et de ce qu'on vit. Enfin, ce que le client supporte plus, c'est qu'il n'y a plus de continuum de cette relation client entre la qualité de l'information qu'on peut avoir. Et je crois qu'on intellectualise et qu'on complexifie beaucoup trop la relation client dans les entreprises. À savoir, on parle, et aussi beaucoup d'agences et beaucoup de consultants rendent ce sujet anxiogène. À savoir, on parle de bad buzz, on a peur de la transparence, alors qu'il faut faire beaucoup plus confiance à ses clients si on est bon sur les basiques du métier, si on est fier des produits qu'on vend, et si on aime nos clients, on ne va pas monter une complexité de système dans la relation client pour 2 ou 3% de problèmes qu'on rencontre. Or, je trouve que souvent les entreprises se complexifient là-dessus. Pour être clair, je trouve que c'est beaucoup plus facile au quotidien d'être connecté avec son client grâce au digital et d'avoir une approche empirique de la relation client
que d'avoir des gros systèmes ou des choses excessivement complexes. Et souvent, on entend plutôt parler de cette partie algorithmique et compagnie. Mais la réalité du terrain, première question, déjà sur la relation client, c'est est-ce que tous les acteurs de l'entreprise sont connectés au client, sont capables de connaître son nom et ont accès à tout l'historique du client? C'est aussi des choses... Donc la relation client, elle ne doit pas se voir. C'est effacer tous les irritants du client. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous très clairs sur la cartographie des irritants de nos clients. Alors, Cyril Olivier a dit un mot important. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il parle de sujet anxiogène. On est vraiment sur un sujet anxiogène ou pas? Bon, moi, j'ai travaillé très longtemps dans les magasins, donc je partage le même point de vue. Et je prendrai un exemple. Moi, je vais chez mon boucher de quartier et j'ai, comme à l'ancienne, un petit carnet où il note ce que je prends et je paye finalement quand je veux. Donc, pour moi, c'est ça la relation personnalisée. Il me connaît. Il me fait confiance. Il y a quelque chose qui me facilite la vie, c'est que je n'ai pas à payer chaque fois. Je viens chercher ce que je veux, je m'en vais. Donc voilà, c'est ce que je pense qu'effectivement, si le digital peut permettre ça dans des enseignes plus grandes, c'est super. Mais effectivement, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, il y a un nombre d'enseignes considérable où vous n'êtes pas reconnu par votre nom, votre prénom. On vous redemande de réalimenter les bases de données. On ne se souvient plus du dernier achat que vous avez fait. Donc déjà, si effectivement on pouvait assurer cette continuité parmi l'ensemble des parcours, c'est déjà une grosse étape. Mais cette grosse étape n'est pas encore franchie chez tout le monde. Alors, oui, sur ce thème de sujet anxiogène ou pas? Je ne sais pas si c'est anxiogène. Nous, ce qu'on voit chez Mythique, c'est que les clients nous confient énormément de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus personnel et intime qu'une relation de rencontre. On en est même à... Les clients, aujourd'hui, on leur a demandé de rentrer leurs imperfections pour faire écho à notre campagne parce qu'on pense que l'imperfection nous définit beaucoup plus que des critères physiques et va aider à la rencontre. Donc, je ne sais pas si c'est anxiogène. Ce qui est sûr, c'est que le client, chez nous, va nous confier un certain nombre de données à charge pour l'entreprise d'en faire un très bon usage et surtout de pouvoir toujours avoir en tête une seule chose, comment, avec ces données, lui apporter le meilleur service possible. Lorsqu'on parle de relations personnalisées, quels sont vos objectifs? C'est de parler avec le plus grand nombre, ce qui est possible aujourd'hui avec Internet, ou au contraire, de mieux parler avec une cible prioritaire? Est-ce que vous êtes sur une stratégie du plus grand nombre ou de vous resserrer sur une cible prioritaire? Alors, connaissant ICA pour lesquels je travaillais, la vocation d'ICA, c'est de s'adresser au plus grand nombre. Donc, les clients d'ICA sont, les prospects d'ICA sont les personnes qui habitent la planète entière. Maintenant, je pense effectivement qu'il faut s'adresser au plus grand nombre. Par contre, fidéliser chacun de ses clients. Donc, c'est plutôt notre démarche, effectivement, aujourd'hui, avec le web. Lorsque vous créez un site web, n'importe qui peut répondre à votre offre. Par contre, effectivement, il faut s'agir de répondre à 100% de ces demandes. Pour Birchbox, comment vous travaillez? Naturellement, pour nous, c'est de parler au plus grand nombre. On pense que les problèmes auxquels on répond, ça correspond à toutes les femmes. Donc clairement, on parle au plus grand nombre. Après, on veut avoir une approche vraiment, j'aime bien l'expression human to human. Clairement, c'est hyper important parce que justement, chaque problème, et encore plus dans notre industrie, c'est qu'une femme vient acheter un produit pour régler un problème ou pour améliorer son quotidien. Donc clairement, nous, on doit aussi avoir une approche human to human. Un point important, c'est que l'importance du test, il est énorme. Depuis la nuit des temps, c'est l'élément le plus important dans la transformation à l'achat. Sauf que depuis 60 ans, le test était mal fait. C'est qu'une vendeuse, vous mettez un paquet dans votre sac, vous arriviez et parfois vous avez des produits pour hommes, parfois vous avez des produits pour moins de 18 ans alors que vous avez plus de 40 ans et c'était mal fait. Et c'est très dommage. Et c'est pour ça que Birchbox a eu un tel essor dans le monde. C'est parce qu'on a juste, de manière très basique, envoyé le bon produit à la bonne personne pour que chez elle, tranquillement, elle puisse tester dans sa salle de bain avec des conseils. Si elle veut les prendre, sinon elle peut le faire toute seule. Et ça, c'est pour ça qu'on a eu un vrai succès. Ça paraît bête, mais c'est juste pour nous la personnalisation à degré zéro, mais tellement importante que ça ouvre après un champ des possibles hyper large. Cyril Olivier, je crois que vous avez un cas intéressant à nous expliquer chez Kiabi vis-à-vis des réseaux sociaux. Vous avez une initiative que vous pouvez nous dévoiler aujourd'hui. C'est une initiative Kiabi, mais soyons modestes, on n'est vraiment pas les seuls à l'avoir lancée. Mais faut être très clair aussi quand on parle de réseaux sociaux. Certains supports sont pour moi plus devenus des régies publicitaires excessivement qualifiées que des réseaux sociaux.
Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que, et c'est absolument pas incompatible avec ce que vous disiez, on reste un vendeur de masse, mais on avait besoin d'avoir un média propre et direct avec les clients. Alors, d'ailleurs, même la notion de client est discutable parce que ce n'est pas forcément nos meilleurs clients en chiffres, mais en tout cas, les gens les plus engagés avec Kiabi. Et donc, on est en train de lancer une plateforme sociale à nous, pas à côté du site, mais qui sera complètement asilée dans le site, complètement, et qui n'est pas un truc en plus. La clé d'entrée sur cette plateforme, ça sera si vous avez montré n'importe quel engagement pour Kiabi, sur les réseaux sociaux, sur Talkiwalki avec lequel on travaille, sur le chat, enfin tous les médias, vous intégrez cette plateforme et on peut vous soumettre, soit vous nous soumettez, soit on vous soumet tous les sujets de l'entreprise qu'on a envie de travailler. Sachant que cette plateforme, on l'a travaillée aussi en co-construction avec, encore une fois, non pas forcément des meilleurs clients, mais des fans identifiés sur plusieurs supports qui étaient excessivement engagés. Et même la manière dont on l'a travaillé a changé notre fusil d'épaule par rapport à ce qu'on imaginait. Pour être simple, on imaginait travailler une plateforme sociale par pays, native, et en fait, ce que les fans nous ont dit, c'est qu'on veut les deux. Donc on veut quelque chose d'excessivement local, donc ça sera une navigation assez classique, comme sur des sites de réseaux sociaux. Je peux zoomer jusqu'à mon magasin, retrouver la communauté de mon magasin, mais en même temps, j'ai envie de voir le meilleur look au Maroc, à Moscou, en Espagne. Donc on aura une plateforme internationale et locale, donc multilingue, avec toute la complexité que ça induit. Mais la clé d'entrée, pour répondre à votre question, c'est l'engagement. C'est si vous avez montré un engagement. Et elle sera administrée à la fois par Kiabi, mais aussi par une communauté. C'est la communauté qui validera l'entrée des fans au fur et à mesure sur la plateforme. Et elle est ouverte. Ça aussi, c'est important, c'est un début de réponse. En termes d'acteurs, tous les acteurs de Kiabi auront la main sur cette plateforme, puisque directeur de magasin, j'animerai ma communauté magasin, mes responsables de collection. Si j'ai un sujet de co-construction, je pourrai le lancer aussi à l'envie pour les fans. L'ouverture est prévue pour quand? Novembre. Novembre. On est en bêta et ça sort en novembre. Quels sont vos objectifs? Même si je sais que dans les distributeurs du Nord, on ne dit pas beaucoup de chiffres. Ah non, mais là, c'est même pas qu'on ne veut pas dire de chiffres, c'est assez symptomatique. On ne sait pas donner d'objectifs chiffrés. Honnêtement, on est même incapable de se dire c'est quoi l'objectif chiffré en termes de nombre d'engagements et tout. Le ROI, si tant est que... Mais il y a un ROI. Le ROI, il est excessivement qualitatif sur le nombre de sujets qu'on arrive à adresser versus actuellement et la qualité des apports que appelons les fans, pour prendre un langage réseau social, que les fans nous apporteront. Mais ça sera surtout, ça va accélérer la digitalisation interne et l'interconnexion avec nos clients. Je crois qu'il y a Sephora qui le fait aux États-Unis. Ouais. Il y a beaucoup de distributeurs qui le font, à votre connaissance, qui ont cette stratégie. Sephora, c'est exactement le bon exemple, puisque c'est assez sympa quand vous avez une idée et qu'elle est confirmée. J'avais vraiment envie de faire ça il y a 2 ans. Et j'ai assisté à une conférence de la directrice marketing de Sephora US, et c'était exactement son propos, à savoir j'existe sur les réseaux sociaux, mais je veux aussi inviter les fans sur ma plateforme, et c'est vraiment l'exemple de Sephora qui nous a inspirés. Pierre Villeneuve, qu'est-ce que vous en pensez? Justement, à la question des réseaux sociaux, je dirais aujourd'hui, et c'est l'expérience que j'ai eue chez IKEA, la plupart des clients qui étaient vraiment engagés sur les réseaux sociaux, justement, c'était des clients fans. Notamment sur Facebook, Twitter et Instagram. C'est vraiment des clients qui souhaitaient partager effectivement à d'autres clients la façon dont ils utilisaient nos meubles, la façon dont ils les customisaient, les usages auxquels ils pouvaient répondre, avec la volonté d'échanger avec d'autres. On a même des sites tels que IKEA Addict ou IKEA Hackers, qui sont des sites en dehors de la communauté officielle de IKEA, mais qui s'y raccrochent. Et c'est pareil avec Twitter. Par contre, ce que je dirais, donc aujourd'hui, c'est plutôt les réseaux sociaux, c'est plutôt pour fidéliser, si c'est la question. Par contre, je pense qu'avec la nouvelle génération, donc nos adolescents aujourd'hui, je pense qu'effectivement, ça sera plutôt une façon de conquérir avec les réseaux sociaux cette nouvelle génération qui aujourd'hui n'utilise finalement que ce média. Pour Métic, si on continue la question, les réseaux sociaux, ça fidélise ou c'est un outil de conquête? En fait, les deux, mon général. Si elle suis général maintenant. Non, mais clairement, il y a un partenaire essentiel pour nous dans les réseaux sociaux, c'est Facebook. Et pourquoi? Parce que Facebook a un critère incroyable qui, pour notre métier, est essentiel, c'est qu'il sait si les personnes sont célibataires ou pas. Il n'y a aucun acteur aussi important qui a cette donnée. Donc pour nous, un partenaire comme Facebook, c'est clairement un partenaire essentiel en termes d'acquisition, parce qu'en travaillant intelligemment des campagnes avec lui, main dans la main, on sait vraiment targeter des personnes qui sont célibataires. Mais c'est aussi un outil de fidélisation, même si, et vous le voyez bien, chacun d'entre vous, personne ne
revendique vraiment son célibat sur les réseaux sociaux. Donc c'est un sujet tellement intime qu'il faut le travailler extrêmement intelligemment pour ni froisser ses clients, ni rajouter de la pression à ce sujet, et plutôt travailler, c'est ce qu'on fait, nous, dans notre communauté, toute notre plateforme de marque qui désinhibe, qui rappelle à quel point les imperfections sont quelque chose qui est clé dans la rencontre et qui est clé pour chacun d'entre nous pour permettre de rencontrer. Donc nous, on a un mot on a un peu de mal à traduire chez Mythique qui est l'empowerment. Et en fait, on se sert des réseaux sociaux pour vraiment empowerer, rassurer et raconter qu'en fait, vous comme moi, on a tous été et on sera tous un jour célibataires, c'est la vie et c'est un sujet comme un autre. Et quel est votre premier outil de recrutement finalement? C'est la pub à la télé? C'est le bouche à oreille? C'est Internet? Alors, on a été pendant très longtemps un vrai pure player, c'est-à-dire que tous les médias offline, que ce soit la télé, la radio, l'affichage, étaient extrêmement importants pour nous. Maintenant, on a vraiment à la fois de l'acquisition via le offline, mais énormément via le online, via tous les moyens qui existent, que ce soit l'affiliation, le display, le search, le SEO. Évidemment, on utilise toute cette palette parce qu'il serait dommage pour un acteur comme Mythique de se priver de quelques moyens qui existent pour essayer de conquérir notre cible. Quentin, sur cette même thématique, notamment sur le recrutement, quel est votre premier outil de recrutement aujourd'hui? Alors nous, quand on a créé Jolibox, Jolibox a fusionné après avec Birchbox. Lorsqu'on a créé Jolibox, avant le site, avant tout, la première chose qu'on a faite, c'est d'ouvrir une page fan sur Facebook et d'ouvrir un compte Instagram. Donc à la base de la base, à la première seconde de la création de Jolibox, Birchbox, ça a été les réseaux sociaux. Donc autant vous dire que c'est juste fondamental pour nous. C'est à la fois un outil de discussion, d'acquisition, de fidélisation, de juste de créer un lien fort entre Birchbox et le consommateur et la cliente. Donc ça, c'est juste, dès qu'on pense à un projet, dès qu'on pense à une idée, etc., tout doit partir du réseau social. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est uniquement focus sur ça. C'est qu'aujourd'hui, on est un pure player, on a ouvert une boutique à New York, on va en ouvrir en France, mais donc on veut aller à la rencontre de toutes les consommatrices françaises, mais on a aussi une ambition à rester purement digital, à mettre de l'innovation par rapport à ça. Mais peut-être que demain, on ira à la télé, peut-être que demain, on ira sur des médias plus traditionnels pour aller toucher une audience beaucoup plus large et peut-être plus mainstream. J'aime pas trop ce terme, mais c'est un peu ça. Mais ça reste notre ADN profonde, elle est dans la relation directe avec le consommateur. Et j'ajouterai un point, c'est que nous, un des éléments qui est fort, c'est qu'on sait très bien qu'on est une marque et on sait très bien que le consommateur, il n'est pas dupe envers les marques. Il sait que les marques, leur objectif, c'est de vendre des produits. Et ça, on le sait. Quand vous allez dans une parfumerie ou n'importe où, quand il y a une vendeuse qui vient, logiquement, le but de la vendeuse, c'est de vous vendre un produit. Donc nous, on y va avec toute notre humilité et on essaie de garder une objectivité la plus forte, ce qui n'est pas évident comme on est une marque. Donc on se dit, OK, quelle est la personne la plus objective possible? C'est la consommatrice. Donc on va se décaler un petit peu et on va laisser parler la consommatrice avec la consommatrice. Et ça, à travers les réseaux sociaux. Et ça, à travers notre site. Et ça marche très bien parce que justement, la cliente va pouvoir trier, par exemple, ses produits en fonction des caractéristiques d'une personne qui est en face d'elle et qui est comme elle. Et donc, si la personne dit ce produit il est bien parce que je l'ai testé, parce que je l'ai aimé et je suis comme toi, tout d'un coup, l'achat devient totalement dérisqué. Et nous, on a juste été la plateforme qui a permis ça. Mais on ne s'est pas du tout entremis dans leur relation. Et ça fonctionne très très bien. Donc, de l'honnêteté et de la transparence et de la personnalisation directe sur nos réseaux sociaux et aussi sur nos bases. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu, j'ai l'impression que notre consommateur aujourd'hui il est schizophrène. Alors oui, avec tous les outils, la digitalisation, il veut une relation personnalisée. Ça c'est le matin et l'après-midi j'ai l'impression qu'il veut de la confidentialité et qu'il veut surtout pas qu'on sache qui il est. Comment vous arrivez à gérer cette schizophrénie finalement entre la personnalisation et la confidentialité? Donc, comme je le disais, nous, le consommateur, notre client nous confie un certain nombre de données personnelles. Et nous, déjà, la première règle, c'est le respect de ces données. Alors, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit, mais chez Mythique, on ne vend pas les données, on ne les commercialise pas. Et nous, la façon dont il nous donne ces données n'a qu'un but, lui apporter derrière le meilleur service possible. Donc, pour nous, il n'y a pas de schizophrénie. Le matin, ce consommateur, comme vous dites, a envie qu'on lui apporte un service et on y répond grâce aux données qu'il nous donne. Le fait qu'on soit leader aussi nous oblige à travailler avec les régulateurs en permanence pour s'assurer qu'on soit toujours dans les clous pour répondre aux moindres doutes et aux moindres questions. Mais chez nous, c'est un sujet qui est
plus qu'essentiel. On a des équipes dédiées qui travaillent à la sécurisation des données, au fait que les clients se sentent en confiance. Il n'est pas possible d'aller sur un site de rencontre si vous n'avez pas confiance. C'est un contrat de confiance. C'est contractuel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est marqué noir sur blanc que les données ne seront pas vendues. Complètement. Et c'est un contrat de confiance. On n'existe pas depuis 15 ans si on avait rompu le contrat de confiance. C'est la base. La base, c'est tu me confies quelque chose de personnel parce que j'ai confiance en ta marque, j'ai confiance en toi et parce que je sais que tu vas respecter ces données. Et c'est quelque chose, chacun des collaborateurs chez Mythic, quel que soit son niveau, se l'applique au quotidien. Pour nous, c'est essentiel. Si on rompt ce contrat de confiance, c'est terminé. Chez Kiebi, c'est peut-être moins secret, mais c'est quand même important. On n'a pas envie de tous les achats partout, etc. Cette notion de c'est exactement la même confidentialité. chose. On n'a jamais monnayé notre base. Jamais. Et les clients, je trouve pas de meilleur terme que marketer l'usage de la donnée, à savoir, on est plutôt dans une phase où on en demande de moins en moins a priori. On lance des guest checkout en demandant le moins possible les compagnies, justement pour que ça fluidifie le process. Et après, madame la cliente, puisque c'est surtout des clientes, donne-nous des données personnelles, renseigne-nous seulement pour une interactivité qu'on co-construit ensemble. Et ça fonctionne plutôt bien. Enfin, il y a quelques référents sur la toile qui le font excessivement bien. Et donc, j'adhère complètement à ce qui a été dit, à savoir, déjà, il y a un cadre légal, il y a une crainte si on voit que la donnée parte. Et encore une fois, il y a plus qu'une crainte, il y a un agacement en disant, mais si vous me demandez des informations que vous n'utilisez pas, les clients sont très matures là-dessus, ils savent parfaitement les choses. On a fait des scénarios mobiles, ils sont plus matures que nous sur les sujets. Ils disent juste, voilà, dites-nous ce que vous en faites et travaillons ensemble l'usage qu'on en fait. Donc c'est plutôt ce qu'on essaye de faire, c'est a posteriori plutôt, travailler l'usage de la donnée personnelle et de ce qu'on en fait. Et après, il y a quand même moyen de faire énormément de choses avec des données anonymisées. On a toujours l'impression qu'il faut connaître. C'est pour ça que le one-to-one, moi j'ai toujours du mal. Le edge-to-edge, je suis plutôt à l'aise quand on sait le prénom de la personne. C'est-à-dire, si je veux que tu sois transparent, à moi d'être transparent aussi. Et donc je pense qu'il faut être... Et on en parlait hier en interne. J'ai vu le site de France Télévisions, par exemple, ils font des choses très bien avec des vidéos où ils expliquent pourquoi la donnée est demandée, la personnalisation que ça va donner dans les programmes télé et compagnie. Et c'est assez inspirant. Il faut expliquer ce qu'on fait, être dans un cadre légal et puis, là aussi, ne pas fantasmer une espèce de hyper-personnalisation. On peut personnaliser, faire de la customisation de l'expérience client de manière macro dans les analyses sans connaître l'identité du client. Enfin, ça sert à rien. C'est quand on est sur le terrain qu'il faut la connaître. Donc, il y a une petite clarification à faire sur ce sujet. J'ai l'impression qu'il y a deux sujets. Il y a effectivement ce que l'on fait des données. Il y a aussi la méthode de collecte des données. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'essais au paiement avec les empreintes digitales. Il y a des essais, l'iris de l'œil, un petit peu moins, mais il y en a aussi. En France, je crois que c'est le groupe Auchan qui fait des essais avec paiement digital, enfin avec le doigt, pas digital. Mais j'ai l'impression que les Français n'en veulent pas. Là, ils ont peur. Il y a une appréhension. Le Français est un peu rétif par rapport à toutes ces technologies. Vous partagez cet avis ou pas? Alors, il y a les chiffres qui le montrent quand on fait des études de sensibilité. Il y a les Allemands qui sont très, très, très réticents. Les Français, effectivement, quand on part en Asie, quand on part dans d'autres pays, il y a beaucoup moins cette crainte. Après, comme on l'a dit, je pense que générationnellement, ça va changer. On dit les réseaux... je ne sais plus qui a dit les réseaux sociaux sont impudiques. Mais il n'y a pas de problème puisque toute la nouvelle génération qui arrive sont des naturistes. Donc ça ne va pas leur poser de problème. Et je pense que l'usage de la donnée personnelle va aussi changer générationnellement. Mais encore une fois, charge à nous de montrer des usages intelligents et pas des choses polluantes pour le client. Puis il y a des tendances de fond. Il ne faut pas oublier, il y a 15 ans, vous qui suiviez déjà l'avènement de l'e-commerce en France, la plupart des papiers qu'on écrivait il y a 15 ans, c'était « attention, n'achetez pas sur Internet, vous allez tout vous faire pirater, etc. » Donc ce qui est important, c'est que les marques accompagnent, expliquent, et il faut juste laisser le temps au temps. Peut-être on viendra en effet au paiement avec une empreinte digitale, mais chacun a besoin d'évoluer à son niveau et c'est des évolutions qui sont surtout sociétales. Donc on est passé il y a 15 ans à du e-commerce qui était monstrueux, entouré de pirates, à quelque chose qui aujourd'hui est quotidien. Donc laissons un tout petit peu le temps au temps et aux consommateurs de s'habituer aux nouvelles tendances. Alors une question pour les deux distributeurs que j'ai envie de dire historiquement physiques.
Le mot à la mode, Customer Experience, expérience client en bon français, de votre avis, ça se trouve où? Ça se trouve dans le salon de l'e-commerce, effectivement, c'est tous les sujets qu'on aborde tout le temps sur la digitalisation de la relation avec le client, ou ça se trouve dans le salon un tout petit peu plus loin, Équipe Mag, l'expérience client, c'est le magasin, c'est pas de rupture, c'est la bonne architecture, c'est pas d'attente aux caisses. C'est quoi la définition de l'expérience client? Et vous le voyez dans quel salon? Celui-là ou juste à côté? Alors, je vais faire la même réponse, les deux en général. Parce que l'avenir du commerce, c'est vraiment le commerce connecté. Mais ceci dit, dans la Customer Experience aussi, il y a beaucoup de fantasmes. Parce qu'il y a une très bonne étude que vous avez publiée et qui a été faite par Opinionway pour Keneosoft et qui dit que les principaux irritants aujourd'hui dans l'expérience client en magasin sont la disponibilité du produit, la disponibilité des collaborateurs, le temps d'attente en caisse, voire le balisage d'information des produits. Donc je pense effectivement aujourd'hui, les premiers irritants à traiter, et en ça, le digital peut aider énormément, c'est ceci. Aujourd'hui, c'est 60% des clients qui réclament ou manifestent par rapport à ces sujets-là. Pour Kiabi? La première réponse basique, dans tous les pays où nous sommes, en tout cas depuis plusieurs années, quand on demande spontanément à nos clients de résumer en un mot Kiabi, en général, ils citent le prénom d'une personne, parce qu'ils connaissent le directeur de magasin ou la vendeuse. Donc, c'est dans notre ADN, j'allais dire qu'on le veuille ou non, de toute façon, c'est ce que les clients nous demandent. Ensuite, je vais paraphraser ce que mon camarade a dit, c'est exactement ce trend-là qu'il faut faire, traiter tous les irritants en magasin. Est-ce qu'on a tous digitalisé nos tickets de caisse? Est-ce qu'on travaille tous le temps de caisse? Tout ce qu'on a dit, c'est absolument vrai. Est-ce que le digital peut suppléer en magasin des attentes en caisse qui sont parfois faillibles? Évidemment. Nous, on a des bornes et ça arrive que des fois, les clients et les vendeuses nous disent « Quand j'ai trop d'attentes en caisse, je prends le client, je l'embarque sur la borne et je finis la vente sur le web. Comme ça, il n'a pas attendu. » D'un point de vue e-commerce, on peut se targuer d'avoir un digital qui progresse. On est juste en train de fluidifier une relation en magasin qui est perfectible. Donc ça, c'est vrai. On a parlé de la crainte sur les paiements. À partir du moment où nous, on a permis de faire tout son process d'achat et de tout finaliser en magasin, parce que c'est quand même rassurant, par exemple, de payer du cash à une personne plutôt que de payer en ligne, vous fluidifiez le parcours. C'est les gros points d'irritation canaux par canaux et en quoi l'autre canal peut répondre d'une meilleure manière à ça. Crédit, par exemple. Faire un crédit, c'est quand même beaucoup plus facile en magasin qu'en ligne. On a décidé pour l'instant de ne pas le faire en ligne et on les traite les X fois en magasin et les clients préfèrent. C'est quand même beaucoup plus humain d'avoir quelqu'un en face que de le traiter en ligne. Donc la réponse, elle est vraiment dans les deux. Alors quels sont les premiers freins d'une bonne expérience client? Est-ce que ce sont les investissements, les compétences humaines, la technologie ou tout simplement le temps que ça demande? Quels sont les premiers freins? Qui veut se lancer? Héloïse? Je continue? Allez, les premiers freins, c'est vraiment des freins de posture. C'est-à-dire que si... alors, il y a deux dangers pour moi. Le danger, c'est de ne traiter qu'à la surface des choses. C'est-à-dire quand on a un réseau comme nous de 450 magasins, c'est de faire quelques magasins types, se satisfaire de ça parce qu'ils sont tip-top. Par contre, on n'a pas traité le phénomène de fond. Donc, c'est traiter l'exception. Et à l'inverse, et là, on tombe, c'est pour ça que j'avais utilisé le terme anxiogène, c'est croire qu'on va pouvoir tout adresser à la même vitesse et avec la même excellence. Il faut prioriser et il faut travailler en transversal. Donc le premier danger, c'est les moyens, mais les moyens, heureusement qu'aucune entreprise a les moyens de ses ambitions, sinon ça veut dire qu'elle n'est pas assez ambitieuse. Donc on n'a jamais suffisamment d'argent par rapport à ce qu'on veut faire. Donc qu'est-ce qu'on adresse pragmatiquement? Qu'est-ce que les clients nous réclament? Mais aussi, qu'est-ce qu'on a envie de traiter comme axe de différenciation par rapport à la concurrence? Il y a aussi des tartes à la crème qu'il ne faut pas suivre, si ce n'est pas dans notre ADN. Prendre quelques cas importants et vraiment se focusser là-dessus. Nous, on a encore eu une discussion, et quand je vous dis ça, c'est avec tous les co-leaders de l'entreprise la semaine dernière, où on s'est dit que la digitalisation, c'est surtout traiter les irritants, plus que des choses qui se voient. Voilà. Et il faut mettre son orgueil de côté, parce que dans un salon e-commerce, c'est moins glam à présenter que des choses un peu innovantes, mais qui ne traitent pas les irritants du client. Donc les moyens, oui, mais c'est surtout la posture et la transversalisation, parce que ça veut dire écraser vraiment les organisations, par contre. Parce que là, on a des sujets qui sont forcément multimétiers. Et si l'organisation n'est pas prête, il y a plus de problèmes en interne que de facilité à trouver les solutions. Pour Mythique, Héloïse? Je pense que le premier frein, c'est juste de ne pas s'y intéresser. C'est-à-dire que la relation client, ça ne se fait pas dans des directions entre directeurs marketing qui phosphorent sur c'est quoi le client, c'est quoi cette fameuse ménagère qui nous a
enquiquinés pendant 45 ans jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il n'y avait pas une ménagère qui regardait la télé, mais qu'il y avait des gens différents derrière. Donc la relation client, c'est d'abord leur parler. Et d'autant plus quand on est dans le digital, parce que finalement, c'est très abstrait. 1 million de visiteurs uniques par mois, ça veut dire quoi? C'est qui derrière? Donc l'intérêt, c'est de pouvoir rester en contact avec le client, même quand tout ça est digital. Nous, par exemple, chez Mythique, à chaque fois qu'on organise un événement, on en fait plus de 2000 par an, la minute où l'événement se finit, il y a un questionnaire de satisfaction. Les gens ne sont pas obligés de le remplir, mais au moins, on leur donne les moyens de se faire entendre et nous de les écouter. Donc l'essentiel, c'est de maintenir le lien. Et penser que la relation client, c'est un truc qu'on lit dans les livres, etc., ça n'a aucun sens. Donc, pour moi, la relation client, ce n'est pas un problème de technologie. Une boîte comme Mythique, on va adresser des technologies derrière une fois qu'on a les problématiques, mais c'est de continuer à écouter. Perdre pied avec la réalité, penser que, de toute façon, moi je suis en couple et mariée, donc les problématiques des célibataires, j'y comprends pas grand-chose, ça n'a aucun sens. Il faut se mettre en permanence à la place du client pour essayer de lui adresser ce dont il a besoin et ne pas décréter. Cyril? Non, pas Cyril, Quentin, pardon. D'abord, et puis après... Moi, je suis tout à fait en ligne avec ça. L'idée, c'est que, pour nous, toutes les conséquences de mettre le client en premier, c'est-à-dire des conséquences logistiques, des conséquences techniques, elles vont être très larges, les conséquences. Mais la première barrière, c'est intellectuel. C'est justement comment je fais pour que mon client soit content. Et comment je fais pour que le digital soit pas juste une expérience différente, mais juste meilleure. Pourquoi mon client il va préférer aller sur birchbox.fr ou chez amazon.fr que dans la parfumerie en bas de chez lui? Je dois juste répondre à ça et je dois lui apporter juste une meilleure expérience, que ce soit plus facile, moins de problèmes, moins d'irritation, que ce soit mieux, juste mieux. Et ça, c'est dans toute la chaîne de valeur, la chaîne d'organisation de la start-up ou d'une boîte classique, il faut qu'on puisse intellectuellement se mettre en ordre de marche. Et un point qui est important par rapport à ça, et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on assiste à beaucoup de disruptions sur beaucoup de marchés, parce que pour moi, intellectuel rime avec agilité. C'est OK, je mets mon client au centre, comment je vais faire très rapidement les démarches pour arriver à ce que j'ai imaginé, ce que j'ai pensé sur les retours de mes clients, j'ai pu le mettre en place au bout d'une semaine et 15 jours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les startups ont un tel essor, c'est qu'il y a une agilité tellement forte que dès qu'on a un retour client de manière forte, je peux rapidement mettre en place, répondre à ça et juste donc lui proposer une expérience qui sera meilleure, plus sympa, plus efficace que ce qu'il avait l'habitude de faire. Et donc c'est une vraie surprise pour lui, on a répondu vite à ses attentes et donc il est content et donc il est fidélisé, ce qui est l'objectif numéro 1. Pierre? Je compléterai, je dirais exactement la même chose. Ce qu'on sait avant tout, c'est le changement de mindset, c'est vraiment avoir la compréhension de ce que les clients sont aujourd'hui, attendent, n'acceptent plus, et c'est mettre l'organisation au service du client. Donc c'est vraiment le mindset et la capacité effectivement à faire évoluer des organisations et les faire évoluer de plus en plus rapidement. Donc, effectivement, ça rejoint l'agilité. Je prendrai un exemple, mais qui peut paraître tout bête. On a mis quand même, chez IKEA précédemment, un temps assez considérable à unifier les prix des magasins et du site internet. Donc à faire comprendre que le client était partout en même temps. Donc des choses vraiment simples. Je pense qu'il faut, c'est un choc de simplification qu'il faut aussi dans les entreprises au bénéfice du client. Donc c'est vraiment ça la clé de différence. Après, effectivement, la technologie, c'est plus des choses qui facilitent, qui aident. Mais avant tout, c'est vraiment la perception de s'intéresser, effectivement, pour reprendre ce que tu disais, à la relation à l'autre. Alors si on arpente les allées du salon, on voit beaucoup de nouvelles technologies, de réalité augmentée et d'autres. Pour prendre des expressions, on va dire d'Auchan, il y a l'effet waouh. Chez Carrefour, il y a le souhait d'avoir un quart d'heure d'avance. Qu'est-ce qui vous a impressionné? Qu'est-ce qui vous impressionne aujourd'hui en termes de technologie? Qu'est-ce que tout à coup vous dites, ça vraiment c'est génial? Est-ce que vous avez toujours cette capacité d'émerveillement par rapport à ce qu'on vous propose? Héloïse, vous avez été la première à prendre le micro. Je crois que là, vous avez répondu oui. En tant que consommatrice, de toute façon, on est tous pareils. Donc on peut être que émerveillé par la rapidité où vont les choses et de se dire que sur un marché qui était balbutiant il y a 15 ans, voilà où on en est aujourd'hui. On ne peut pas vivre sans Google, on peut pas... Donc ça, c'est magique. Après, c'est comment on essaye de l'appliquer sans perdre l'humain. Nous, on a lancé une expérience assez intéressante qui sont les bots. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler des bots. En fait, donc Facebook a lancé la capacité de pouvoir mettre des assistants virtuels. On s'est engouffré, on a été les premiers à le faire avec eux. Et l'idée, c'est quoi? C'est que vous êtes sur Messenger et vous avez une assistante virtuelle qui va vous accompagner, qui va vous aider
à créer votre profil sur Mythique. Donc évidemment, ça nous permet de faire de l'acquisition, c'est fantastique, ça nous permet de faire de la nouvelle technologie, mais surtout, ça nous permet d'accompagner et de répondre. Et en fait, cette jolie assistante, Lara, virtuelle, on a réussi à transformer l'intelligence artificielle. Et si vous parlez avec Lara sur Facebook, vous avez vraiment l'impression de parler avec une copine qui va vous dire « Ok, mais alors, tu recherches quoi exactement ?» et qui, en fonction de toutes les réponses que vous allez lui donner, va à la fois vous créer votre profil sur Mythique et commencer à vous proposer des profils avec lesquels vous pouvez chatter. Donc en fait, pour nous, l'évolution des technologies, ça devient un formidable terrain de jeu sur lequel il faut jouer, c'est-à-dire il ne faut pas laisser passer le train, il faut s'y intéresser, mais surtout, encore une fois, ce n'est pas la techno pour la techno, c'est la techno au service derrière d'un consommateur. Nous, dans le cas présent, c'était comment lui rendre la vie plus facile, l'expérience d'aller sur un site de dating un peu moins compliqué, painful, etc. Donc c'est vraiment comment le rendre plus simple, et on s'amuse avec ces nouvelles technologies, et c'est vraiment un bonheur de pouvoir les tenter, les tester, et peu importe si aujourd'hui on n'a pas des millions de personnes qui s'inscrivent grâce à Lara, c'était une façon de mettre le pied et se dire bah, Lara, demain on aura toute une Lara sur notre téléphone, et elle sera beaucoup plus compétente que le Siri qu'on a aujourd'hui, ça j'en suis convaincue. Quentin, qu'est-ce qui vous a bluffé ces derniers temps? Alors, moi, je suis jeune, donc, enfin, je suis né dans ça. Non, mais nous aussi. Oui, non, bien sûr, vous aussi, mais moi, je suis né dans ça. Donc, en gros, moi, toutes les innovations, je suis né avec la bulle Internet, et c'est quelque chose qui me fascine. Toutes les innovations incroyables, la réalité virtuelle, les bots, c'est juste génial. Mais j'attends encore un usage grand public. Et qu'aujourd'hui, chez nous, on a du mal à adapter quelque chose qui est hyper difficile d'appréhension, etc. On sait que ça va arriver, mais aujourd'hui, on regarde de très près. Mais par exemple, le nombre d'applications make-up où vous pouvez prendre une photo de votre visage et mettre du make-up, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'application qui a été, comme on l'appelle, game changer. Il n'y en a pas qui ont vraiment apporté une vraie plus-value et derrière qui ont conduit à une meilleure expérience client, etc. Il y a plein de choses, il y a plein d'idées, ça va être génial, c'est certain qu'on va y venir, mais on attend encore que la techno soit prête. Par exemple, nous, chez Birchbox, on était plus pragmatique. On s'est dit, et je reprends votre expression d'irritation du client, nous, aujourd'hui, on a 12 rendez-vous par an avec notre abonné. C'est-à-dire qu'on a 12 flux logistiques, discussions avec la box. Et on s'est dit, mais c'est dommage. On envoie une box tous les mois avec 5 produits à l'intérieur, mais on pourrait envoyer plein d'autres choses. Et donc, on s'est dit, OK, on va prendre rendez-vous avec l'abonné, on va lui dire, bah, si tu veux, ajoute des choses à ta box. Tous les mois, on t'invite à mettre des choses en plus dans ta box, des produits, des goodies, etc. Et évidemment, c'est des frais de port gratuits puisque c'est déjà créé, le flux existe déjà. Et ça a été un carton chez nous. On a eu plus de 70% de gens maintenant qui achètent sur notre shop qui utilisent le shop inbox. Et ça paraît pas grand-chose, mais en termes de logistique derrière, c'est très lourd. En termes de présentation et d'explication, ça paraît simple comme ça, mais c'est extrêmement compliqué. Mais finalement, notre cliente a très bien compris et maintenant, pour elle, c'est un réflexe. C'est 12 rendez-vous dans l'année avec Birchbox. Bah, elle se dit, ah, c'est le 15 du mois, il faut que je rajoute des produits, il faut que j'ajoute des choses, il faut que j'aille interagir avec Birchbox. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que je peux choisir un produit en plus gratuitement, etc., avec la générosité de Birchbox. Donc ça, c'est vraiment un point hyper important et ça peut paraître des innovations qui semblent assez simples, mais qui sont tellement impactantes et tellement fortes pour le client et qui suppriment son irritation. Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu faire ça avec de la réalité virtuelle qui aujourd'hui, ça paraît génial, mais on verra plus tard, quoi. Cyril? Il y a l'innovation image sur laquelle on apprend. Donc on a testé le robot Pepper, on est en train de le tester dans plusieurs magasins, on va le faire au fur et à mesure. C'est ludique. On va tester une vitrine hologramme aussi, avec des silhouettes. Et puis il y a l'innovation de fond qui se voit moins, qui moi m'impressionne. C'est la vitesse, encore une fois, d'interconnexion entre, alors disons pas l'usager, l'individu collaborateur d'entreprise, mais aussi acteur de son entreprise à titre perso et consommateur. Clairement, même dans des entreprises comme les nôtres, tout le monde, historiquement, n'avait pas d'adresse mail pro. Enfin, quand on travaille en logistique ou en magasin, on n'avait pas d'adresse mail pro. Tout ça est explosé complètement. Donc le dogme des outils pro qui sont fermés à l'usage perso et inversement a été complètement explosé chez nous. De toute façon, les collaborateurs ont demandé à avoir sur leur portable perso accès à des choses pour travailler. Donc on a ouvert ça. Donc je vous ai parlé de la plateforme sociale qui va être ouverte vers les clients, mais on a aussi un gros travail en interne sur une plateforme qui va complètement changer nos bureaux. Tous les bureaux sur les écrans sont changés. Et là, tout le monde sera connecté sur les mêmes supports. Donc c'est quand même de la data, c'est quand même du réseau. Le ticket d'entrée est quand même beaucoup plus accessible qu'il l'était avant. Et ça, de facto, ça permet, alors
plus que le push d'information, pour les plus vieux, on va réinventer NetVibes. Ça sera à nous d'aller chercher, de configurer nos pages et d'aller chercher nos informations. Mais en tout cas, c'est la mise à disposition de l'information pour tous les collaborateurs. Et donc, c'est il n'y a plus de segmentation, il n'y a plus en tout cas de digitalisation sélective en entreprise, c'est terminé. Et par les outils et par les postes. Et ça, c'est quand même impressionnant. Je prends juste un exemple très rapide. On a fait un processus l'année dernière d'idéation, donc avec un Innovation Lab, web service, ouvert sur messagerie perso, pour que tout le monde puisse travailler quand il a envie dessus. 7000 collaborateurs chez Kiabi, on avait parié 300 idées, on a eu 1100 idées. En pourcentage de métiers, quand je dis pourcentage de métiers, c'est nombre d'idées divisé par les populations. La première population qui a été contributive, c'est les logisticiens. C'est les gens qui travaillent en entrepôt. Pratiquement aucune de leurs idées n'était liée à leur métier, mais plutôt des idées métiers pour Kiabi au sens large. Dans une autre vie, on aurait été incapable de le mettre en place, et culturellement et par les outils. Pierre, même question. Alors moi j'ai vu une innovation toute bête, toute simple, donc c'est un automate plutôt qu'un robot, donc mais ça répond à un usage ou une problématique client, donc c'est un petit automate dans lequel vous mettez toutes vos pièces dont vous ne savez que faire, mais qui par voie digitale vous transfère sur votre téléphone un voucher disponible pour la marque. Donc voilà, pour moi l'innovation elle doit faciliter, elle doit rendre service aux clients. Une autre chose, je pense qu'un des principaux irritants aujourd'hui, c'est les temps d'attente à l'encaissement, en caisse. Donc il y a des solutions innovantes où maintenant, via votre téléphone, vous pouvez prendre rendez-vous pour un créneau prioritaire en passage en caisse. Donc vous avez l'assurance d'une fluidité. Alors effectivement, je pense que ça, c'est les innovations que les clients attendent aujourd'hui tout de suite. Après, ce qui peut être fascinant et ce que je trouve intéressant, c'est la réalité virtuelle. Mais tous les essais que j'ai pu faire, pour l'instant, ce n'est pas encore mature ou flagrant. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment effectivement des choses qui font disparaître les irritants des clients et qui ne se voient pas en fait. Alors, deux petites questions encore. La première, le digital autour de la table là est devant nous, je pense que tout le monde y croit. Il y a plein d'expériences réussies. Il était dit qu'il y avait Amazon qui venait cet après-midi ou ce matin. Il y aura également Alibaba. On est tous d'accord. Si je jouais mon rôle de râleur ou de poil à gratter, j'observe aussi Aldi, Action, Primark, on va dire Kiko même. Ce sont des enseignes qui marchent très bien et qui ne sont quasiment pas digitalisées. Quelle est votre réaction face à ça, ce constat ? Bon, je pense qu'aujourd'hui, déjà, si on a une très très bonne exécution des services et de la prestation, effectivement, on peut survivre ou on peut vivre sans le web. Maintenant, sur le long terme, je pense que quand même le web est nécessaire. Mais ce sont et sur le web et dans les magasins, ce qui réellement fait les différences, c'est vraiment la qualité d'exécution. Parce que ce que les clients ne supportent plus, c'est justement cette non-qualité. Parce que c'est la première chose qu'ils vont manifester justement sur les réseaux sociaux ou autres. Donc je pense qu'on peut vivre effectivement par une très très bonne exécution ou une très bonne expérience en magasin. Mais néanmoins, je pense que dans le futur, ça va être de moins en moins vrai. Donc si je vous résume, oui pour Primark, à condition d'avoir la même excellence opérationnelle qu'Amazon, même si ce sont deux métiers différents. Dernière question, j'aimerais que tout simplement, on fasse un petit tour de table, vous allez me donner un exemple d'expérience client, de customer experience réussie dans des magasins ou dans des sites, mais alors qui ne soient pas vos entreprises. Qu'est-ce qui vous a frappé ? Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme conseil à la salle devant vous ? Allez voir cette application, ce service, cette enseigne. Je vais pas forcément me faire des amis, mais en étant maman de très jeunes enfants, Amazon, c'est mon meilleur ami au quotidien. Donc c'est très marrant parce que quand j'ai commencé à voir Amazon, je me suis dit c'est génial pour les gens qui n'ont pas accès justement à des boutiques proches de chez eux, qui n'ont pas où les commerces ferment très tôt. Et puis en fait, je suis complètement parisienne. Je peux aller faire des courses jusqu'à 22h, je crois, chez mon Carrefour Market en bas de ma rue. Et en fait, je commande tous les jours quelque chose sur Amazon. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont, hormis le prix, qui est quand même, je prends toujours l'anecdote d'une couche. Une couche à l'unité chez Carrefour Market, je crois que c'est 45 centimes. Chez Amazon, c'est 10 centimes. Donc, vu la consommation de couches chez les bébés, c'est intéressant. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la notion de service. C'est le fait de pouvoir commander, le fait de pouvoir être livré de façon extrêmement rapide. Et Amazon, finalement, m'a convaincue aussi en tant que Parisienne. Et c'est un coup de chapeau parce que je pensais sincèrement pas
être dans leur cible initiale. Et aujourd'hui, avec ce qu'ils sont en train de lancer sur la livraison express, etc., ils ont compris les problématiques aussi de tous ces gens pressés qui, quand ils rentrent le soir, n'ont pas envie de courir au Carrefour Market en bas. Donc voilà, moi, ça reste Amazon, mon coup de cœur. Quentin? Alors, j'allais dire aussi Amazon, donc je vais être un peu original. En effet, c'est absolument incroyable. Moi, je pense plutôt, j'aime bien la mode, la mode et un concept qui est le showrooming. C'est-à-dire d'aller en magasin, de vous regarder des choses, de les essayer, de vivre une belle expérience, d'avoir le temps de comprendre le produit et d'ailleurs d'avoir le produit chez soi. J'ai absolument horreur de rentrer chez moi avec mes paquets, etc. Ça m'embête beaucoup. Et je trouve qu'il y a plein de choses en ce moment en France et aussi aux US qui marchent bien, notamment dans le marché du meuble. Il y a un super showroom qui s'est ouvert à Place des Victoires de Made.com que je trouve vraiment, vraiment réussi. Un acteur plus traditionnel, AMPM ou La Redoute Intérieure, qui ont ouvert des showrooms dans des lieux hyper... dans le Marais ou dans le 7e. Et je trouve ça vraiment réussi parce que les vendeuses accompagnent vraiment le client, il y a une découverte, il y a une nouvelle expérience. Et derrière, je vais pouvoir aller acheter mon produit tranquillement chez moi, gérer mes livraisons avec mon bon horaire. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Aux US, c'est pas mal la mode sur la partie vestimentaire. En France, il y a Cézanne, par exemple, qui a lancé un super magasin appartement dans le 10e. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant de vivre une expérience différente, pas que tournée vers la consommation, mais plus vers la découverte, où je vais passer un bon moment pendant une demi-heure avec une personne sympa qui va m'expliquer plein de choses, etc. Donc ça, le showrooming, je trouve ça vraiment très chouette. Pierre? Alors, je vais être un petit peu original, je ne vais pas parler de magasin. Moi, je vais parler d'une chaîne d'hôtels dont je suis fan, qui est une chaîne d'hôtels néerlandaise, mais qui a un hôtel en France, à Paris, qui s'appelle Citizen M, et qui est vraiment une chaîne entièrement digitalisée au niveau du process, mais vraiment où l'humain et la qualité du staff restent essentiels. Cyril? Pour citer un grand, il n'y a quand même pas mieux que le process d'achat d'Apple en magasin. Et c'est l'avenir, c'est-à-dire plus de points de paiement, mais je paye quand je veux, voire je ne paye pas, et quand je sors, j'ai réglé. Donc ça, c'est pour répondre sur un gros. Pour rester dans la thématique poil à gratter, moi, j'ai un peu de mal avec les initiatives qui sont des showrooms, parce qu'après, sans parler de showrooming, mais après, l'industrialisation de ce genre de choses, c'est excessivement séduisant, ça plaît au RP. Mais dans la vraie vie, parce que souvent on a des initiatives sur des produits chers, sur des choses assez... voilà. Quand on doit le déployer sur du mass market, j'ai un peu plus de mal. Donc pour rester sur un exemple pure player, et pour rester sur notre activité, moi je suis assez fan de Nastigal, un site de mode femmes, qui ont pris le parti justement de ne pas faire trop de marketing, et tout leur budget marketing est passé dans la photo. Et le site est excessivement bien fait. C'est parmi les premiers qui ont donné les mensurations des mannequins, qui sont très très flatteuses. Et les photos sont magnifiques. Et ça remet un peu les basiques. C'est-à-dire l'excellence opérationnelle en magasin, mais l'excellence opérationnelle d'un site, c'est quand même la photo, c'est quand même la sublimation du produit, mais aussi la démonstration. Et ce site, je crois, il y a 2 ans, a eu une des plus belles progressions. Ça reste plusieurs dizaines de millions de dollars, mais c'est vraiment un très très beau site. La photo, la photo, la photo. On peut faire des tas de services, on peut avoir des tas de promesses, mais si le produit et la photo ne sont pas bons, on ne vend pas. Et vraiment, c'est un de mes sites de référence. Allez, moi je terminerai en donnant 2 exemples. D'abord le boulanger qui vient d'ouvrir à côté du centre Beaugrenelle. Vraiment un exemple de grande surface de 1400 mètres carrés, 2 quartiers implantés dans un quartier avec du digital, mais à chaque fois qui a un sens, c'est pas du digital pour du digital. Ok, ça ressemble beaucoup à ce qui a été fait dans le dernier magasin Opéra, mais c'est une bonne expérience. Et puis, cas inverse, Carrefour, Villiers-en-Bière qui est en train de se rénover. Du digital, oui, avec beaucoup de panneaux, mais à chaque fois, ça a du sens. Et une zone frais extraordinaire où on retrouve dans des magasins, on vous montre qu'on fait nous-mêmes le pain, qu'on fait nous-mêmes les gâteaux, etc. Donc vraiment refaire de la démonstration au magasin. On peut faire du digital et être vraiment local en même temps. Alors, il nous reste 7 minutes, peut-être des questions. Oui, 5 petites minutes peut-être pour des questions avec la salle. Profitez-en, on a un panel de très bonne qualité ce matin. Levez la main si vous avez 1 ou 2 questions à poser à nos différents intervenants. Ne soyez pas timide, mademoiselle. Levez-vous et présentez-vous rapidement. Oui, bonjour Florence Berthet, merci pour tout ce que vous avez dit. Moi, je reste juste un tout petit peu sur ma faim par rapport au titre de la conférence. Il y avait un mot-clé qui était émotionnel. On n'en a pas beaucoup parlé. J'aurais bien juste voulu savoir ce que vous mettiez derrière le terme émotionnel, chacun. La rencontre, elle est intrinsèquement émotionnelle. Donc, tout ce qu'on fait, c'est d'abord pour garder la magie. C'est-à-dire que la data, l'algorithme, c'est bien,
c'est au service de cette magie. Et donc il y a un moment, si la magie n'est pas là, la rencontre ne se fait pas. Donc pour moi, l'émotionnel, c'est quelque chose qu'on travaille au quotidien, mais il ne faut pas que ça soit les paillettes qu'on va parsemer dessus en disant « regardez comme c'est joli, ça vous procure de l'émotion ». Il faut que derrière, ça réponde à une vraie émotion qui est partagée. Notre campagne, Love Your Imperfection, a vraiment remporté cette bataille émotionnelle en quelque sorte, puisque tout le monde s'est reconnu dans cette facilité de se dire bah, c'est ça la rencontre, c'est ça la magie, c'est ça le célibat, c'est l'émotion qui s'y dégage. Et la plus forte émotion, c'est l'imperfection que je vais partager avec quelqu'un pour faire en sorte qu'il m'apprécie. Moi, un point important sur l'émotion, je trouve que l'émotion rime avec surprise. Je trouve que c'est génial d'être surpris au quotidien par ses proches, par ce qui arrive et encore plus par les marques. C'est aujourd'hui difficile pour une marque de surprendre son consommateur. Et chez nous, c'est notre ADN dans le sens où on se dit bah, la box, vous ne la choisissez pas, on va la faire en fonction de vous. Mais c'est-à-dire que quand vous recevez la box, vous avez la surprise de vous dire mais qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Je sais qu'il y a à peu près, je sais qu'il y a 5 produits, je sais qu'ils l'ont fait en fonction de moi, mais je ne sais pas quels vont être les produits, quelles vont être les marques, quel va être l'univers de la box. Et donc la surprise, elle est là. Et c'est pour ça que derrière, il y a toute une sorte de campagne sur les réseaux sociaux en disant bah voilà ma box, c'est génial, j'ai été surprise, oh bah j'étais un peu déçu sur ce produit-là, j'ai adoré ce produit-là. Et donc pour moi, le côté émotionnel rime avec surprise. Comment surprendre le consommateur avec notre générosité, avec notre création, avec etc. Votre question est clé, et c'est pour ça que moi j'ai insisté beaucoup sur le edge-to-edge. Le travers derrière le mot émotion, ça serait de vouloir faire que des choses excessivement oniriques, mais qui ne sont pas le quotidien d'une enseigne. Et dans la vision de Kiabi, on l'a tous écrit, ça a été une écriture collaborative, on a écrit « Offrir au monde du bonheur à porter ». Et quand on valide avec les clients et les non-clients en quoi la mode est contributive à votre bonheur, elles nous disent très clairement, et là on est vraiment dans l'émotion, aidez-moi, accompagnez-moi, donnez-moi les outils pour des petits bonheurs du quotidien. Donc l'émotion, c'est aussi l'émotion de la vraie relation par rapport à ce qu'on vit parfois sur des relations un petit peu, voilà, on va dire trafiquées. Donc on revient à la transparence et on revient à la notion de edge-to-edge, c'est hyper important. L'émotion, elle est sur le quotidien, pas sur des sujets toujours très glam, mais elle est sur une réalité humaine de personne à personne. C'est vraiment le plus important. Je compléterai, je dirais la même chose, c'est vraiment une relation d'égal à égal, donc c'est vraiment les valeurs avec lesquelles on s'adresse à la personne, c'est l'humilité, la simplicité, le respect, s'adresser au cœur de la personne, la considération qu'on lui apporte, c'est vraiment l'humour, la tonalité, c'est sortir des discours stéréotypés, c'est vraiment s'adresser à une personne. Merci en tout cas pour ces réponses. Et puis on rappelle que l'émotion, c'est aussi un salon, hein, comme la Paris Retail Week. On a la chance de rencontrer des humains en vrai et de les applaudir. Donc on va vous remercier en tout cas tous les 5 pour cette table ronde.